pays, disons, aux États-Unis ou en Europe, où les marchés sont beaucoup plus gros, on serait peut-être aujourd'hui beaucoup plus gros. Mais de toute façon, aujourd'hui, on a fait, au bout de 21 ans, un chemin déjà, où nous pouvons aujourd'hui nous targuer d'avoir une présence à l'international très importante. Vous êtes sur combien de pays aujourd'hui? Aujourd'hui, HPS a des clients, a des références dans plus de 85 pays dans le monde. Nous avons à peu près plus de 350 clients. Alors quand je parle de clients, c'est un client qui s'appelle une banque, un opérateur télécom ou un processeur, comme le centre bancaire au Maroc, le CMI, est un client de HPS et utilise la plateforme de Maroc pour gérer toute l'activité d'acquisition commerçant. Donc au Maroc, tous les commerçants du Maroc qui utilisent des terminaux de paiement électronique sont connectés à cette plateforme nationale qui s'appelle CI et qui leur permet justement de faire que les gens puissent payer avec leur carte locale et même à l'international. Est-ce que vous pouvez parler de votre projet en Afrique de l'Ouest qui regroupe Genoa et... Oui. Alors nous, au niveau de HPS, comme je vous ai dit, on était obligé dès le départ de nous tourner dans les marchés qui étaient plus accessibles. Et donc, il y a plus de 20 ans maintenant, on s'est intéressé à l'Afrique. Et nous avons donc commencé à avoir un certain nombre de clients. Ce qui fait qu'en Afrique, HPS et Powercard, la monétique marocaine était reconnue. À commencer à parler, c'est très bien. HPS est connu comme un leader dans le monde de la monétique. Et il y a une quinzaine d'années, il y a eu justement un projet qui avait été lancé par la Banque mondiale pour créer une plateforme régionale au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui permettrait de connecter l'ensemble des pays et des banques de 8 pays de l'UEMOA. L'UEMOA est, comment dire, l'Union économique monétaire ouest-africaine. Et donc c'est un projet international qui a fait il y a eu des appels d'offres internationaux et HPS est positionné. Donc, et nous avons battu des gros concurrents américains, européens. Et on a permis justement d'implanter une plateforme dans un groupement qui s'appelle le GIP UEMOA et qui aujourd'hui intègre près de 200 banques ouest-africaines qui sont toutes interconnectées, qui en fait ont créé une marque régionale qui s'appelle le GIP. Pour vous donner une idée, donc, il y a des marques, vous avez dû entendre parler des marques Visa, Mastercard, American Express, et en Afrique, ce point a créé sa marque qui s'appelle GIP et qui permet de faire des paiements et des retraits dans les guichets automatiques de toute cette région-là et dans une seule monnaie. Parce qu'on a la chance, eux, d'avoir une seule monnaie qui est le franc CFA. Ils ont une banque centrale ouest-africaine qui regroupe l'ensemble des 8 pays. Et c'est une des premières dans le monde à avoir créé un espace unique de devises et de monnaie. L'Europe est en train de le faire maintenant avec le CEPA, qui permet justement de faire des transactions en Italie ou en Europe avec les mêmes frais d'interchange, avec les mêmes conditions. L'Afrique de l'Ouest l'a fait il y a 12 ans. Donc, c'était une première. On n'a pas les moyens de communiquer en lumière, ça ne sait pas, on n'en a pas parlé. Mais effectivement, c'était une des premières success stories de HPS dans ce sens. Aujourd'hui, on va revenir sur les startups. Aujourd'hui, on parle de FinTech. À horizon 2020, c'est 20% de l'activité financière mondiale qui est générée par l'espace FinTech. Comment vous positionnez par rapport à ces nouveaux entrants? Tout à fait. Donc effectivement, en ce moment, on est en train d'assister encore une fois à une nouvelle rupture technologique. Déjà avec l'Internet, qui était déjà une des premières ruptures de ces 50 dernières années. Il y a les nouvelles fintech qui apportent des solutions innovantes
est très très performant en termes de transactions électroniques. Aujourd'hui, on parle de instant payment. Quand vous payez avec votre carte, d'habitude au Maroc ou à l'international, le commerçant recevait l'ensemble de ses paiements peut-être à la fin de la journée. 48 heures parfois, à la fin de la journée, il envoyait. Et là maintenant, c'est plus possible, donc les gens sont beaucoup plus exigeants et ils veulent avoir leur argent de manière immédiate. Et il y a des solutions pour ça. Il y a des nouveaux canaux et des nouvelles technologies qui permettent de payer de manière immédiate. Et ces nouveaux entrants, là, dont vous parlez, effectivement, ce sont des très grosses entreprises qui sont rentrées dans le monde, disons, de la fintech, parfois uniquement par le biais d'applications sociales, tous ces social networks. Donc aujourd'hui, vous avez des Facebook, des Amazon, des Apple qui avaient d'autres objectifs au départ, qui se sont retrouvés aujourd'hui avec un ensemble de données clients, de membres extraordinaires, et ils ont tout de suite vu qu'il y avait derrière cette masse de données la possibilité de créer de nouvelles disons, applications de paiement. Et aujourd'hui, ces nouveaux entrants sont en train de bousculer nos clients traditionnels qui sont les banques, qui elles aussi souvent ont été bousculées. Aujourd'hui, vous avez les banques traditionnelles avec leurs agences, et puis vous avez les banques en ligne, sur Internet. Donc en fait, il y a la banque sur Internet qui n'a aucun frais de gestion d'agence, etc., qui devient beaucoup plus compétitive. Donc c'est des nouveaux business models qui créent une rupture et dont les banques traditionnelles doivent se mettre aussi à niveau. Donc aujourd'hui pour HPS, c'est des défis, des challenges, mais c'est aussi des opportunités. Parce que ça nous permet d'apporter de nouvelles réponses et de nouvelles solutions pour mettre à jour justement les solutions qui sont installées chez nos clients. Aujourd'hui, HPS, c'est combien d'ingénieurs en développement informatique et quand est-ce que vous les formez au discrédit? Très bien. Alors, HPS aujourd'hui, on va dire, c'est entre 330 et 350 personnes, entre ingénieurs et experts en paiement. C'est effectivement des ingénieurs qui sont difficiles à trouver. Parce que disons l'industrie, la science du paiement, la monétique, c'est une science qui ne s'apprend pas à l'université. Et donc nous avons été obligés, au niveau de HPS, de créer notre propre académie. Donc, nous avons créé HPS Academy, qui nous permet de former nos collaborateurs, mais qui nous permet de former aussi nos clients et nos partenaires. Donc c'est une source importante de formation. Et c'est aussi le challenge des défis que nous avons, parce que tout à l'heure, Mehdi le disait, la chose la plus importante, c'est le capital ressources, le capital qu'on trouve difficilement. C'est exactement, c'est ça ce qu'il faut valoriser, c'est les RH, les compétences, et si on peut les former et les garder, c'est encore mieux. On pourrait imaginer un hackathon spécial HPS, un hackathon spécial chez HPS. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui, avec l'expérience de Mehdi. Donc je crois que ce serait intéressant. Et je pense qu'ils ont développé des choses très intéressantes. D'ailleurs, si je suis là, c'est parce que nous avions déjà eu des contacts avant. Donc, parce que je sais que vous allez me poser la question, est-ce qu'on a des choses à faire ensemble? Effectivement, donc, il y a eu une réunion qui a déjà eu lieu il y a quelques jours à Paris et qui fait qu'on est très intéressé par les solutions de Skrindi. Parce que, comme je vous disais, donc la solution de HPS, les solutions de HPS PowerCard est une solution qui va gérer les paiements électroniques sur toute la chaîne de valeur.
et de manière multicanale, donc de manière même omnicanale. Et un des canaux aujourd'hui qui est utilisé dans les paiements est le mobile. Et donc dans les applications mobiles, donc nous cherchons des partenaires. Parce que HPS ne peut pas tout faire sur cette chaîne. On est obligé de s'entourer de partenaires. Et des partenaires comme Screti sont très intéressants parce que c'est un partenaire qui nous donne la main vraiment sur la possibilité de développer des choses en interne de manière infinie et à des coûts très compétitifs. Et nous sommes en train de regarder ça de manière très, très sérieuse. Très bien, je vous remercie beaucoup, M. Alexis. Est-ce que nous avons des questions dans la salle sur le mobile paiement, sur le mobile banking, sur l'histoire HPS? Youssef? La question est, moi je suis fan d'HPS, parce que pour moi, la seule success story marocaine qui est partie de rien du tout et qui est là où elle est, c'est HPS. J'ai deux questions qui sont en forme de reproche et d'opportunité en même temps. La première, c'est pourquoi pas suffisamment de give back, donc pourquoi on ne voit pas HPS beaucoup plus sur la scène entrepreneuriale. Je crois qu'il y a un grand espace à apprendre et beaucoup gagneraient à connaître l'histoire, les challenges, les enjeux. Et la deuxième, et rejoindre la proposition, c'est pourquoi pas suffisamment d'open innovation, parce que HPS aurait pu créer un écosystème autour d'elle. Il n'y a pas d'écosystème HPS aujourd'hui au Maroc, alors qu'on a la chance d'avoir un des leaders mondiaux de la monétique. Donc, alors qu'en parallèle, l'écosystème qui peut faire autre chose, cet écosystème n'est pas encore là. Est-ce que c'est dans les pipes? Est-ce que c'est dans les plans? Oui, c'est très très bonne. En fait, vous savez, HPS, effectivement, on a commencé de rien. On a mis 21 ans pour commencer à être visible à l'international. C'est très très difficile. Aujourd'hui, sur le plan local, on a fait un peu de communication, ce qui fait que vous êtes fan de HPS. Mais sur le plan international, vous ne pouvez pas imaginer qu'on n'est pas encore suffisamment important pour pouvoir avancer. Donc on a mis le paquet. Vous savez que avant de vendre au Maroc, on a dû vendre à l'international. On a dû faire des visites. Quand les gens de l'international nous ont fait confiance, nous sommes revenus au Maroc, on a commencé à vendre au CMI. Tout à l'heure, je vous parlais du CMI, du Centre monétique marocain. Le CMI, le Centre monétique marocain, au moment de l'évaluation, on les a ramenés faire une visite de site à un centre national à Chypre. On leur a dit, venez voir ce que nous avons fait. Les Chypriotes nous ont fait confiance pour toute la politique nationale. Et on a ramené les gens des banques qui avaient fait. Donc il a fallu qu'on soit d'abord prophète ailleurs et donc c'est vrai que on n'est pas très visible au Maroc. On essaye de le faire, on essaie d'accompagner un certain nombre d'événements. Mais quand vous voyez par exemple, on est visible en Afrique, effectivement. En Afrique, les gens nous connaissent. En Europe, on a commencé à avoir quelques clients importants, comme le Crédit Agricole en France, qui est une des plus grosses banques européennes et qui utilise notre solution pour gérer 300 000 commerçants. Ça n'a pas été facile. Nous avons un client aussi qui est très important dans le Golfe, au Bahreïn, qui est en fait American Express, Middle East and North Africa. Et American Express, ce sont des Américains qui ont fait confiance à des Marocains. Ça pour nous c'est une très très grande fierté, parce que, juste pour la petite histoire, quand American Express a fait un appel d'offres pour une nouvelle solution, ils étaient en train de gérer 16 plateformes différentes pour répondre aux besoins de leurs clients, etc. Et comme les 16 plateformes avaient déjà quelques années, ils devaient les changer pour trouver une nouvelle plateforme qui soit. Et donc ils cherchaient une plateforme qui puisse faire tout ce que faisaient les 16. Et ils ont choisi HPS parce que c'était HPS la seule pour pouvoir répondre à leurs besoins. Donc effectivement, nous avons, en fait, on a commencé à avoir
des projets importants à l'international pour être fort à l'international. Parce que c'est la seule manière qui va nous faire permettre de rendre revenir au Maroc et faire des choses comme vous dites. Et ce que vous êtes en train de me dire de l'écosystème, c'est quelque chose qui est en plein à l'ordre du jour au niveau de HPS. Nous voulons créer justement cet écosystème autour de nous, parce que nous sommes convaincus que tout seul, on ne peut pas répondre à tout, et que de toute façon, ce n'est pas dans notre stratégie. Notre stratégie, c'est de faire uniquement ce que nous sommes donnés comme mission, c'est-à-dire fournir des solutions de paiement électronique. Toute la partie, par exemple, hardware, on n'est pas dessus. Alors qu'on a besoin de hardware derrière, on a besoin de guichets automatiques, on a besoin de TPE, on a besoin de smartphones, on a besoin d'applications smartphone ou de GAP. Donc tout ce qui est autour, il y a à peu près dans une solution monétique, il peut y avoir jusqu'à 20 partenaires qui sont impliqués dans ce projet, dans ces genres de projets. Il faut qu'on crée ces partenaires. Et si on peut créer des partenaires locaux et ensemble aller vendre notre solution à des opérateurs nationaux, à des structures plus importantes au Maroc, avec un business plan et un dossier solide, en vendant le Made in Morocco, je pense qu'on sera prêt. Et je pense que c'est quelque chose qu'on est en train de faire tout à fait. Et bien avec des sociétés aussi comme les vôtres, hein, qui sont aussi une fierté. Une autre question? Monsieur? Bonjour, c'est un nouveau fonctionnaire. J'ai une question par rapport à HPS, en termes de développement sur le marché national. J'ai remarqué que normalement HPS, le client de HPS, notamment le secteur financier, plus particulièrement les banques, arrivent en premier lieu. Malheureusement, dans le secteur financier, il y a aussi des assurances qui sont en croissance constante. Donc nous, on a une problématique chez les assurances qu'on n'a pas encore le paiement en ligne. Et j'ai remarqué que le secteur financier est à 90% HPS par le. Donc ma question c'est quels sont vos plans pour le développement des assurances, notamment en vente en ligne, multicanal qui est en pleine croissance en Afrique, mais malheureusement on a toujours cette problématique de réglementation. Et quels sont là, vous venez d'expliquer le business model, le nouveau business model, tel que le packaging. Ça, je trouve que c'est une idée importante, vu que les assurances sont en cours de développement, ils sont en train de réfléchir à la réflexion sur le développement de la vente en ligne. Donc, je trouve que le point que vous venez d'évoquer, c'est un point très important. Parce que dans le multicanal, dans la vente en ligne, il y a plusieurs acteurs. Donc, si on a une seule entreprise qui peut vendre un paquet Julia et non, il y a un paquet Julia à l'ensemble des acteurs, ça va être un point fort. Ça va être un seul interlocuteur, donc c'est plus pratique. Moi, ma question en général, quels sont vos plans pour le secteur des assurances? Quelles sont les tendances en termes de vente en ligne? Quel est votre constat par rapport à la vente en ligne chez les assurances? Merci. Alors, aujourd'hui, chez HPS, nous sommes un éditeur de logiciels. C'est notre métier principal, c'est que nous avons développé une solution. Et cette solution, nous la vendons au niveau des banques, vous avez dit, ou des institutions financières, sous forme de licence. Hein, donc on vend la licence, etc. Et aujourd'hui, dans notre stratégie, nous avons décidé de passer à un nouveau business model qui est en fait une nouvelle activité qu'on peut appeler le processing. Alors le processing, mais dans notre métier. Le processing dans notre métier des paiements. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de vendre ma solution à la banque, ce que je vais dire, je vais aller voir la banque ou l'assurance et je vais lui dire tu t'occupes de rien, on s'occupe de tout. D'accord, donc on va gérer pour l'institution tous ces traitements, toutes ces transactions sous forme de SaaS, hein, de Software as a Service. Et c'est quelque chose que nous sommes en train de, en ce moment même, aujourd'hui, notre HPS, il y a une réunion avec des opérateurs
sur lesquels, donc, avec lesquels on pouvait travailler, sachant que le data center peut être soit à Casablanca, soit à Luxembourg, soit ailleurs, avec des traitements qui se font donc, chez nous à Casablanca, mais pour l'ensemble. Et effectivement, donc, c'est un modèle qui est, je vais dire, un peu plus pérenne, parce que c'est plus récurrent. Et ça vous permet d'embarquer plusieurs types de métiers, et notamment les assurances. Et il n'y a pas que les assurances, parce qu'en fait, notre métier, c'est gérer toute la problématique de paiement. Et le paiement aujourd'hui est partout. Il est dans les assurances, mais il est aussi dans le gouvernement, tout le paiement au niveau des administrations. Et nous avons développé justement un moteur très puissant qui peut s'adapter à n'importe quel environnement à partir du moment où il y a du paiement, sécurisé, etc. Et les assurances, ça a été toujours aussi un acteur qui était toujours très proche de nos métiers. Mais les assurances au Maroc, elles sont aussi un peu timides. Hein, quand on parle de la carte santé depuis des années. Moi, je me rappelle je crois que c'était Prof Assurance qui avait commencé une réflexion sur une carte santé avec ses propres affiliés, membres, etc. Mais c'est la même problématique que le mobile. À partir du moment où parfois, ce n'est pas des initiatives nationales où il y a une interopérabilité, c'est des projets qui mettent du temps à se mettre en place. Par exemple, le mobile aussi, au Maroc ou dans d'autres pays, ça a toujours été la banque X qui lance son projet, la banque Y qui lance son projet, et c'est pas évident de mettre en place des projets interopérables, des projets qui sont faciles. C'est là où des acteurs comme Visa, Mastercard ou American Express sont forts, parce qu'ils ont créé un écosystème d'interopérabilité, d'interconnexion mondiale. Vous voyez, donc... oui, je crois savoir que la Banque centrale étudie actuellement le paiement mobile. Tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a une réflexion. Il y a même un projet qui doit donc voir le jour normalement l'année prochaine du paiement par mobile. Et je pense que ça a été pris par le bon côté parce que c'est la Banque centrale avec les banques et qui ont décidé de mettre en place une solution qui va faire qu'on pourra payer avec le mobile, mais de manière interopérable. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être dans une banque X ou une banque Y. Si je vous envoie un paiement direct, vous pouvez le faire de manière... Juste pour votre information, notre voisin en Espagne, en le mois d'octobre, ils ont lancé leur plateforme mobile nationale. Les 27 banques espagnoles se sont mis d'accord pour créer une entreprise pour le mobile qui est en fait liée au centre de paiement, l'équivalent du CNI, qui s'appelle Bizoom. Donc c'est un nom un peu bizarre. Et Bizoom, en fait, c'est aujourd'hui une application que vous pouvez télécharger de votre banque et qui vous permet de payer avec votre téléphone, de faire un transfert de paiement à un autre téléphone d'une banque de la place. Et quand je vous dis transfert, c'est comme si vous auriez un message WhatsApp ou une image. Quand je l'envoie, elle est chez lui, et chez lui, il la reçoit, et c'est d'argent liquide. Donc ça, c'est un projet qui existe déjà. Il faut s'inspirer de... Mais quand c'est des projets qui sont un petit peu chacun dans son coin, c'est pour ça que l'assurance, ça devrait être des initiatives de la fédération. Vous voyez, on perd vraiment de temps. Parce que souvent, on commence à faire des études, de préparer des choses, là, on se rend compte qu'en fait, si on fait ça dans notre petit coin, ça sert à rien du tout. Alors, une dernière question, madame. Bonjour, Julia Baradi, je mets ma casquette universitaire. Je suis présente dans un certain nombre d'événements tels que celui-ci pour être à l'écoute des besoins, des attentes. Mais il me tient à cœur d'exprimer à chaque fois que j'en ai la possibilité combien l'université marocaine a besoin de ce potentiel,
de ces success stories, de ces citoyens qui ont pu, à partir de zéro, justement, faire face à un certain nombre de difficultés, qui ont levé des défis, qui sont aujourd'hui là. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'ils disent « je n'ai pas les ressources qui ont le profil approprié pour pouvoir m'accompagner dans le développement ». Et que par ailleurs, et c'est là où je porte ma casquette d'universitaire qui, pendant un quart de siècle, a formé des ingénieurs pour ce pays et dans des pays occidentaux aussi. De notre côté, l'université souffre de l'inadéquation formation-emploi. Et pour avoir mené personnellement une réforme dans une filière d'une école d'ingénieurs que je ne nommerai pas, mais qui est parmi les premières de la classe, pendant un an, on a posé la question: quel est le profil attendu pour que notre ingénieur, notre lauréat universitaire puisse être la personne recherchée et non pas celle qui cherche un travail. Et croyez-moi, pour l'avoir mené personnellement, même auprès des grandes entreprises et des PME, PMI, etc., on nous disait à la fin, le profil que vous formez nous convient. Et en réalité, qu'est-ce qu'il y avait derrière comme souci? Le souci était le suivant: c'est traduire les besoins, les attentes, les décliner en cursus tel qui permettrait aux lauréats de pouvoir s'insérer facilement et être utile justement au développement de la société marocaine. Et on avait besoin d'une échelle de temps de l'ordre de 5 ans, parce que la formation d'ingénieur au Maroc, c'est 3 ans dans les grandes écoles après les classes prépa. Il faut 1 an pour pouvoir former les enseignants eux-mêmes, préparer les laboratoires et essayer d'implanter justement ce parcours, ce cursus. Et de fait, on a besoin de cette visibilité sur 5 ans. Est-ce que vous pensez, vous, avec cette expérience, que les entreprises au Maroc, qu'elles soient nationales ou multinationales, peuvent permettre d'avoir une visibilité sur cette échelle de temps? C'est ma première question, parce que vraiment, c'est l'échelle dont on a besoin. Ce qui fait qu'en absence de réaction de la part de ces opérateurs, de ces acteurs professionnels, les établissements universitaires sont prudents en optant pour des formations plutôt généralistes qui permettent à l'étudiant de se doter de moyens d'adaptation pour pouvoir saisir une opportunité moyennant 6 mois de formation par-ci par-là. Deuxième question, c'est une question partagée en fait entre le monde académique et le monde professionnel, puisque ici vous représentez le monde professionnel. Quels sont dans vos plans les possibilités que vous envisagez de vous tourner vers l'université publique marocaine, éventuellement, pour pouvoir semer les graines que vous pourrez récolter plus tard, au lieu d'avoir l'académie HPS? Pourquoi ce n'est pas l'université marocaine qui est là, qui a des talents, qui a un potentiel et qui n'attend que cette cohésion, cette adéquation entre l'attente et l'offre? Et merci. Rapidement, on va parler de lien entre FinTech et corporel, on parle de lien entre corporel et éducation. Il faut savoir qu'il y a un panel pour la journée qui sera comparable de l'éducation également. Mais je vous en prie. Oui, effectivement, ça a été toujours disons, le désir de HPS de collaborer avec les universités, parce qu'avant de créer HPS Academy, vous pensez bien que nous avons fait le tour de la question. Ceci étant, les compétences marocaines, disons, dans le cadre d'ingénierie, générie, etc., sont très bonnes et s'adaptent vraiment très facile. Donc c'est quelque chose, le Marocain, il a beaucoup de talent. Et dans notre métier, le business de la monétique, c'est pas non plus quelque chose de très, disons, compliqué, c'est des choses qu'on rentre on y baigne dedans, on comprend très rapidement. Ce que je veux dire, c'est que au niveau de l'expérience de HPS avec les écoles et l'université, nous avons fait déjà des tentatives. On avait fait quelque chose à un certain moment avec
sous l'impulsion de l'école Hawaï, qui eux avaient mis des budgets pour faire de l'innovation, à l'époque de la carte à puce, et ils voulaient mettre en place des gens justement qui allaient faire de la recherche, et on s'était rapproché d'eux également. Et nous avons fait des choses, mais bon, ça n'a pas été, disons, durable. Aujourd'hui, nous avons à HPS, nous avons un parrainage que nous faisons avec l'UNCJ de Jeddah, dans laquelle nous avons des relations et nous parrainons un certain nombre de stagiaires et qui sont après intégrés. Donc aujourd'hui, pratiquement tous les ans, on a à peu près 3 ou 4 ingénieurs de Jeddah qui sont dans des filières de télécom, d'accord, et qui rentrent donc, juste après le stage. Donc on essaye de faire des choses à ce niveau-là, mais disons que là, pour répondre à votre question, le temps, effectivement, il faut dire que pour préparer des modules qui seraient adaptés à notre métier, il faut former les professeurs, et ça il faut compter 2-3 ans avant d'avoir une promotion qui puisse être à la hauteur. Mais de toutes les manières, je pense que c'est pas uniquement ça le problème. Le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'ingénieurs marocains qui restent pas au Maroc, hein, et qui vont faire aussi leur... comme nous, on n'avait pas de marché au Maroc, on est allé à l'international. Beaucoup de gens vont dans d'autres cieux pour pouvoir... ce qui n'est pas plus mal. Aujourd'hui, vous savez, nous avons recruté des gens à HPS, et des gens qui partent. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de chez HPS, pas pour des raisons de changer de poste. Ça s'est fait à un certain moment avec avec un certain moment où les sociétés européennes qui voulaient recruter un petit peu des gens à tour de bras et qui se sont donc ils les ont occupés, mais ils sont revenus parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas intéressant. Hein. Comme on disait tout à l'heure, à propos de maintenance opérationnelle ou bien innovation. Et des gens ne veulent pas faire la maintenance, faire l'innovation. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des retours. Des gens qui étaient partis faire leurs propres entreprises. Et c'est pas simple non plus de créer sa propre boîte. Et surtout qu'on dit tiens, je sors de HPS, mais parce que HPS, ça fait ça, je vais faire comme HPS.